Bonjour. Alors, après avoir déterminé le rôle de la pollinisation dans la rencontre des gamètes mâles et femelles, alors nous avons dit que la pollinisation est un phénomène très important car il permet le transfert ou le transport des graines de pollen depuis l'anther jusqu'au stigmate. Et lorsque les graines de pollen sont déposées à la surface du stigmate, ils germent. Et alors, ils germent pour que le gamète mâle contenu dans le grain de pollen puisse rencontrer le gamète femelle qui est contenu dans le sac embryonnaire. Alors, pour savoir, est-ce que la germination est un phénomène aléatoire? Est-ce que les grains de pollen, quand ils se déposent à la surface du stigmate, ils germent d'une manière aléatoire ou ils sont guidés par un phénomène chimique? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé deux boîtes de pétri. Alors, une boîte qu'on va l'appeler une boîte témoin, une boîte expérimentale. Dans ces deux boîtes, on a préparé un milieu de culture qu'on appelle un milieu nutritif qui est fait par la gélatine et aussi par 2 grammes de sucre, de canne à sucre et un peu d'eau, d'accord? Dans les deux milieux. Donc, c'est un milieu nutritif. Et dans ces deux milieux, on a saupoudré des grains de pollen, d'accord? On a saupoudré des grains de pollen. Et la différence entre les deux expériences, c'est que dans la première boîte de pétri, on a saupoudré seulement les grains de pollen, mais dans la deuxième boîte, en plus des grains de pollen, on a mis au centre de la boîte un fragment de pistil qui renferme des ovules, d'accord? Et on a laissé les deux expériences dans des conditions favorables pendant 48 heures, donc entre 12 heures et 48 heures, à une température qui est comprise entre 18 et 20 degrés Celsius, pour savoir, bien sûr, pour déterminer les résultats. Alors, après 12 jours, après 48 heures, qu'est-ce qu'on a remarqué? Dans la boîte de pétri témoin, là, on n'a pas mis le fragment de pistil contenant les ovules. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les grains de pollen ont tous germé, donc en émettant ce qu'on appelle un tube pollinique. Mais la germination est faite d'une manière au hasard et les tubes polliniques sont dirigés d'une manière aléatoire. C'est-à-dire que chaque grain de pollen a mis un tube pollinique mais qui est dirigé d'une manière aléatoire. Là, le tube pollinique est dirigé vers le haut, ça est dirigé à gauche, ça est dirigé à droite, ça vers le bas, etc. Mais dans la deuxième boîte où on a mis le fragment du pistil qui contient des ovules, qu'est-ce qu'on remarque? Alors on remarque que tous les grains de pollen ont germé de la même façon, bien sûr, comme la première boîte, mais ils sont dirigés, tous les tubes polliniques sont dirigés vers le stigmate, vers le fragment de l'ovule. Alors ça veut dire quoi? Alors on peut expliquer cette germination qui est bien sûr contrôlée ou dirigée vers le fragment de pistil par l'existence de ce fragment de pistil et qui a peut-être sécrété une substance chimique dans le milieu de culture et que cette substance qui a tiré les tubes polliniques vers le stigmate ou vers le pistil. Ce phénomène s'appelle chimiotactisme. Donc le chimiotactisme, c'est un phénomène chimique qui est dû à une substance chimique sécrétée par les ovules et qui a pour rôle de tirer les tubes polliniques vers l'ovule. D'accord? Alors la germination des grains de pollen et bien sûr la formation des tubes polliniques à la surface du stigmate n'est pas au hasard, mais elle est guidée par des substances chimiques qui sont sécrétées par des ovules, et ce phénomène s'appelle le chimiotactisme ou chimiotaxie. Alors lorsqu'on a parlé du grain de pollen, qu'est-ce qu'on a dit? Donc on a dit que le grain de pollen est formé de deux parois, une paroi épaisse qu'on appelle l'exine, ça c'est la paroi l'exine, une paroi interne qu'on appelle l'intine. Elle est fine par rapport à la paroi externe. Elle s'appelle l'intine. Et à l'intérieur, nous avons la membrane cytoplasmique et qui renferme à l'intérieur deux cellules. Une grande cellule qui s'appelle la cellule végétative. La cellule végétative possède un noyau. Ça, je vais dessiner seulement le noyau qu'on appelle le noyau végétatif. Et aussi, nous avons un autre noyau
à l'intérieur, elle est une autre cellule, une petite cellule qui s'appelle la cellule reproductrice. D'accord? Alors, comment se fait la germination? Lorsque le grain de pollen est déposé sur un milieu nutritif. C'est un milieu où les conditions sont favorables. Il y a de l'eau, il y a aussi des éléments nutritifs. Qu'est-ce qui se passe? La cellule végétative, avec son noyau, elle va assurer la germination du grain de pollen au niveau des épaississements du cellulose, ici, au niveau de ces épaississements, et bien sûr, au niveau de l'aperture, il va y avoir la formation d'un tube. Donc, qui va former le tube pollinique? C'est la cellule végétative. Donc, la cellule végétative va commencer à germer, et bien elle va former, on va trouver ici le noyau végétatif. C'est le noyau végétatif qui va assurer l'élongation du tube pollinique. Mais le noyau reproducteur, il va juste suivre le noyau végétal. Donc le noyau reproducteur, il va suivre le tube, le chemin créé par la cellule végétative ou le noyau végétatif. Donc la cellule végétative, c'est elle qui va assurer l'élongation. Et après, petit à petit, et là, bien sûr, le tube va s'allonger. Et quand il s'allonge encore plus, donc le tube pollinique va s'allonger. D'accord? Elle va encore s'allonger en direction de l'ovule, là où il y a le gamète femelle qu'on appelle le sphère. D'accord? Mais au fur et à mesure que le tube s'allonge, la taille du noyau végétatif et la taille de la cellule végétative diminue. Donc petit à petit, la taille de la cellule végétative diminue et bien sûr la cellule reproductrice, elle va juste suivre, elle va suivre le noyau végétatif. Donc le noyau végétatif va créer le chemin pour que la cellule végétative, la cellule reproductrice, et qui va donner naissance au gamète mâle, bien sûr, suivre le chemin vers l'ovule. D'accord? Alors, je vais essayer de schématiser ici un gynécée. Bien sûr, possède un stigmate, un style, et à l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle un ovaire. D'accord? Et à l'intérieur de l'ovaire, je vais schématiser ici un ovule, d'accord? Un seul ovule, juste pour simplifier, le schéma, d'accord? Alors là, nous avons l'ovule avec les téguments qui protègent, bien sûr, qui protègent le sac embryonnaire. Et là, nous avons le cordon ombilical qui est relié à la calasse. Et à l'intérieur, nous avons le sac embryonnaire. D'accord? Et ça, nous avons le placenta. Et là, c'est le hile. D'accord? Ça, c'est le nucelle. Alors là, les téguments. Et là, c'est le nucelle. Le nucelle, c'est le tissu qui entoure le sac embryonnaire, là où il y a le sac embryonnaire. Et ça, c'est l'ouverture. Et cette ouverture, elle s'appelle le micropyle. D'accord? Alors, lorsque le grain de pollen se dépose à la surface du stigmate, ici, d'accord? Lorsque le grain de pollen se dépose à la surface du stigmate, je ne vais pas essayer de schématiser le détail ici, on l'a schématisé tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai dit que la cellule végétative, elle va commencer à germer en émettant un tube pollinique. Donc on va trouver au bout du tube pollinique le noyau végétatif. Alors que le noyau reproducteur, il va juste suivre le tube, d'accord? Alors petit à petit, bien sûr, le tube pollinique va s'allonger en direction de l'ovule en traversant les tissus de style. Ça, c'est le style. Le style du gynécée. Le style, et ça, c'est le stigmate. C'est là où se déposent les grains de pollen. Et ça, c'est l'ovaire, qui contient à l'intérieur l'ovule. Bien sûr, l'ovule qui contient le sac embryonnaire. Et le sac embryonnaire, il contient à l'intérieur un noyau. C'est le gamète femelle. D'accord? On l'appelle l'oosphère. Et l'oosphère est entouré par deux cellules. On appelle les deux synergies. Alors, nous avons ici les deux synergies avec deux noyaux qu'on appelle les noyaux de la cellule centrale et trois cellules antipodales qui sont à l'opposé de l'oosphère. D'accord? Alors, je termine ici.
Donc, au fur et à mesure que le grain de pollen germe, le tube pollinique s'allonge, c'est grâce, bien sûr, toujours à la cellule végétative. Bien sûr, dans la taille, elle va petit à petit diminuer, la taille de la cellule végétative. Et le gamète ou la cellule reproductrice, elle va juste suivre, bien sûr, là, le chemin créé par la germination de grains de pollen ou le tube pollinique. Alors, elle va se diriger le tube pollinique. Alors, je vais schématiser encore ici. Alors le tube pollinique il va se diriger vers l'ovule. D'accord? Elle va arriver au niveau du micropyle. Alors, juste à côté du micropyle, bien sûr, la cellule végétative va se dégénérer, hein, va se terminer parce que sa taille est diminue jusqu'à ce qu'il disparaisse. Alors là, on va trouver plus la cellule végétative parce qu'il va se terminer. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver seulement la cellule reproductrice qui, lorsque le tube pollinique arrive au niveau du micropyle, la cellule reproductrice va se diviser en deux. D'accord? Elle va se diviser en deux par mitose. Donc, elle va se diviser par mitose, c'est-à-dire à partir d'une cellule N, parce que déjà la cellule reproductrice renferme un noyau à N chromosomes. Donc, une cellule à N chromosomes, elle va se diviser pour donner deux cellules NN, parce que c'est une mitose. D'accord? Donc, la cellule reproductrice, elle va se diviser en deux pour donner deux noyaux haploïdes qu'on appelle les entérozoïdes. D'accord? Alors, ces deux noyaux, elles s'appellent les entérozoïdes. Alors, quand le tube pollinique arrive au niveau de cette ouverture-là, qu'on appelle le micropyle c'est l'ouverture de l'ovule, d'accord? Lorsque le tube pollinique arrive à ce niveau-là, il s'ouvre, d'accord? Et quand il s'ouvre, il va libérer dans le sac embryonnaire les deux entérozoïdes, d'accord? Quand il arrive au niveau du micropyle, le tube pollinique, il s'ouvre, et quand il s'ouvre, il va libérer ces deux entérozoïdes dans le sac, qui va faciliter l'entrée de ces deux entérozoïdes dans le sac embryonnaire. Ce sont les cellules synergides. Donc les cellules synergides, elles vont juste faciliter le passage de ces deux entérozoïdes à l'intérieur du sac. L'un des deux entérozoïdes, il va arriver ici pour féconder le sphère, d'accord? Et l'autre entérozoïde, il va entrer pour féconder les noyaux de l'osphère, d'accord? On ne va plus trouver les deux entérozoïdes, ils vont se mettre à l'intérieur. Bien sûr, les deux synergides, ils vont se dégénérer, hein? Il ne va plus avoir les synergides, mais la cellule, le noyau de l'osphère, elle va fusionner avec l'un des deux entérozoïdes pour donner naissance à un zygote. Et le zygote qui va bien sûr subir un ensemble de mitoses, plusieurs mitoses, des divisions successives pour se multiplier et donner naissance à un embryon. Alors que les deux cellules centrales qui vont fusionner avec, donc deux cellules centrales, ça veut dire NN, parce qu'il y a deux noyaux. Alors un noyau ici N, avec un autre noyau N, donc c'est deux N. Deux N plus N de l'entérozoïde, plus N, ça va donner combien? Ça va donner 3N. Donc on va avoir ici un tissu, une cellule triploïde avec 3N chromosomes, parce qu'il va y avoir fusion d'un entérozoïde N avec deux noyaux NN, c'est 3N. Donc la cellule qu'on va obtenir ici, c'est une cellule à 3N, et le gamète et le zygote, c'est une cellule à 2N chromosomes, c'est une cellule diploïde. Là, c'est une cellule triploïde. Alors la cellule triploïde ici, qui est issue de la fusion d'un entérozoïde avec les deux noyaux NN du sac embryonnaire, elle va donner naissance à l'albumène. C'est un tissu de réserve qui va nourrir l'embryon. Et le zygote, elle va donner naissance à l'embryon. D'accord? L'embryon, il va continuer à se développer à l'intérieur pour donner enfin une graine. D'accord? Le sac, donc tout l'ovule, elle va donner naissance à une graine. Et l'ovaire, il va donner naissance à un fruit.
Après, bien sûr, le flétrissement des organes protecteurs qui sont les sépales et les pétales, et aussi la dégénérescence du stigmate et du style, et tout l'ovaire il va se transformer en fruit, et l'ovule il va se transformer en graine. S'il y a à l'intérieur de l'ovaire, il y a 2 graines, donc il y a 2 ovules, on va avoir 2 graines. S'il y a 100 ovules, on va avoir 100 graines à l'intérieur, par exemple comme les pépins de l'oranger, bien sûr. On va trouver à l'intérieur plusieurs pépins, ça veut dire qu'il y avait plusieurs ovules et qui se sont fécondés par plusieurs graines de pollen, plusieurs gamètes mâles. D'accord? Alors, je répète. Lorsque le grain de pollen qui est acheminé soit par les facteurs abiotiques qui sont le vent ou par les facteurs biotiques comme les insectes, lorsqu'il se dépose à la surface du stigmate, il trouve les conditions favorables. Il commence à germer grâce à la cellule végétative. Alors, l'élongation est assurée par la cellule végétative. Le tube pollinique il traverse les tissus de style vers l'ovule. Et quand le tube pollinique arrive au niveau des micropiles, la cellule végétative disparaît, alors que la cellule reproductrice elle se divise en 2 pour donner naissance à 2 entérozoïdes qui vont se libérer à l'intérieur du sac embryonnaire. L'un des 2 entérozoïdes il va féconder le noyau de l'osphère pour donner naissance à un embryon qui va se transformer en graine, qui va se transformer bien sûr en graine après. Et l'autre entérozoïde il va fusionner avec les 2 noyaux de la cellule centrale pour donner naissance à un tissu à 3e chromosome qu'on appelle l'albumen, qui va donner un tissu de réserve. Et après, l'ovule va se transformer en graine et tout l'ovaire va se transformer en fruit. Merci.